Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur notre série de formations dans le module programmation 2 au profil des étudiants de la filière licence fondamentale et CNIS 4 dans le module programmation 2 et exactement le chapitre qui concerne les fonctions. Allons-y. Toujours dans le chapitre des fonctions, dans la dernière séance on a fait une introduction sur la programmation modulaire et les variables locales et globales pour qu'on puisse avoir à la fin une définition globale sur l'utilisation des fonctions dans la programmation. Et puis on a expliqué la déclaration, la définition et la façon comment peut-on appeler une fonction pour qu'on puisse l'utiliser. Et la dernière partie de notre dernier cours, c'était comment peut-on appliquer les pointeurs avec les fonctions. Aujourd'hui, on va toujours continuer sur les sections des fonctions par un cas particulier des fonctions. On appelle les fonctions récursives et les macros. Et l'avant-dernière partie, ça va être consacré pour discuter certaines erreurs et conseils à suivre dans la programmation et surtout dans l'intégration des fonctions dans vos programmes. Et la dernière partie est une application pratique d'un exercice sur lequel on va essayer de pratiquer tout ce qu'on a fait dans le cours des fonctions, soit dans cette séance de cours, soit dans la dernière séance de cours. Reste avec moi. Alors, comme des cas particuliers des fonctions, il y a les fonctions récursives et les macros. Alors, pour les fonctions récursives, je vous propose de commencer par un exemple pour les expliquer. Alors, on suppose ici dans l'exemple, on veut calculer, ou bien on veut définir une fonction pour calculer la factorielle n. Alors, pour cela, on va déclarer une fonction nommée factorielle qui a un entier comme paramètre et une valeur de type entier à retourner. Pour définir la fonction factorielle, alors, normalement, on aura comme paramètre la variable petit n. Et si la valeur de n égale à 0, on va retourner directement la valeur 1 parce que la factorielle de 0 égale à 1. Alors, si cette valeur est supérieure strictement à 0, automatiquement on va déclarer deux variables. R, c'est la valeur de factoriel va être initialisée par 1 et une variable d'itération égale à i. Et par la suite, c'est un travail qui est vraiment un travail répétitif. C'est pour cela ici on va commencer une boucle for à partir de i égale à 1 jusqu'à la valeur de n. À chaque fois on incrémente le i. Et le travail à faire, c'est que la valeur de la factorielle, c'est l'ancienne valeur de la factorielle fois la variable d'itération i. Et la valeur finale calculée de la factorielle sera retournée par l'instruction return. Alors, pour utiliser cette fonction, alors on aura besoin des fonctions main. On va déclarer une variable locale dans la fonction main, c'est la variable n. On va lire une valeur de n qui est supérieure ou égale à 0. Et après, on va faire afficher la valeur de la factorielle par la fonction printf en appelant la fonction factorielle de n. Soit on fait ce code-là, c'est un calcul itératif simple, ou bien on peut le faire avec l'utilisation de la fonction factorielle, mais de façon récursive. C'est-à-dire que la fonction factorielle récursive, il a toujours un entier comme paramètre et un entier à retourner de type int. Et dans le traitement de la fonction, si le n égale à 0, on va retourner la valeur 1. Mais le travail à faire, on n'aura pas besoin d'avoir une boucle. Mais par contre, on va retourner à chaque fois la valeur de n fois la factorielle de l'appel de la fonction factorielle récursive. On fait entrer à chaque fois la valeur de n entrée comme paramètre moins 1. Et avec cette méthode, à chaque fois, on fait appel à la fonction n. On fait la soustraction de 1 et on fait encore appel à l'appel à la fonction factorielle récursive qui va avoir comme paramètre par la suite le n-1. n-1 sera affecté à l'ancienne valeur de n, c'est le n, et sera décrémenté par -1, va être par la suite le n-2. Après l'appel, à la prochaine fois, on aura le n fois le n-1 fois la nouvelle valeur n-2 jusqu'à qu'elle arrive à la dernière valeur qui est la valeur 1. Et après l'appel de la factorielle récursive égale à 1, elle va entrer automatiquement, c'est -1, c'est 0. Il va entrer le if, il va tester le n, il va recevoir comme valeur la valeur 0. Automatiquement, on va quitter
la fonction en retournant la valeur 1 et il va voir par la suite la multiplication des différentes valeurs de retour. C'est le n fois le n-1 fois le n-2 fois le n-3 jusqu'à la valeur 2 fois la valeur 1. Et automatiquement, la valeur calculée par l'appel de la fonction factorielle recrute à elle-même, à chaque fois on décrémente la valeur de n et nous donnera la valeur de la factorielle calculée par la fonction factorielle récursive. On fait entrer comme paramètre en premier lieu la valeur de n, entrer comme paramètre c'est la valeur de n supérieure ou égale à la valeur 0. Avec cette méthode, on a fait le même travail, c'est le développement, bien le calcul de la factorielle de n, mais à la place d'utiliser un traitement répétitif, on peut utiliser un traitement récursif par l'utilisation d'une fonction qui fait l'appel à elle-même en changeant la valeur de l'input, en décrémentant à chaque fois la valeur jusqu'à qu'on arrive à une valeur nulle. Alors dans ce cas, ça c'est la fonction récursive, c'est ça l'objectif, c'est une fonction qui s'appelle soi-même jusqu'à une condition d'arrêt, ce qu'on appelle les fonctions récursives. Comme un autre cas particulier des fonctions, on trouve les macros. On sait bien pour les préprocesseurs, il y a vraiment un mécanisme qui nous permettra de remplacer un texte de votre code source. Et en fournissant dans ce cas un identificateur à remplacer. Alors ces paramètres-là, s'ils sont saisis, sont immodifiables bien sûr dans le texte remplaçant. Et là, on appelle le texte remplaçant, on appelle macro. Comment peut-on définir macro? Alors avec l'instruction dsDefine, en spécifiant le nom de macro, les paramètres à utiliser et la définition du traitement à exécuter par macro. Exemple, si on veut développer ici un exemple de deux produits Emacs, ce sont des macros à développer. Un exemple, si nous avons deux valeurs A et B, on peut utiliser le macro pour calculer le produit et macro pour calculer, bien pour rechercher le maximum entre A et B. Alors exemple, pour le produit, il y a normalement l'instruction dsDefine. Le nom c'est produit du macro, les paramètres c'est le x et le y, et le corps et la définition du macro c'est la multiplication entre le x et le y. Et macro pour rechercher le maximum entre deux valeurs x et y. Alors, le macro max, qui est le comme paramètre x et y, et on va choisir comme traitement la valeur de x, si la condition est vraie, sinon on va choisir la valeur de y. Pour utiliser ce macro-là, c'est l'appel dans une fonction appelante, l'exemple ici c'est la fonction main, en spécifiant les paramètres du macro, l'exemple ici c'est a et b de type entier, et produit AB, c'est l'appel du macro en remplaçant AB par le texte remplaçant x fois y. Et bien sûr, le x prendra la valeur de A et le y prendra la valeur de B. De même, si on veut chercher le maximum entre le A et le B, on n'aura pas besoin de faire un calcul sélectif, juste l'appel macro, on va remplacer max AB par une valeur de A ou bien de B selon les valeurs traitées par la condition du traitement du macro maximum. L'avant-dernière partie dans ce cours, c'est une discussion sur les erreurs et les conseils d'intégration des fonctions dans vos programmes. Alors, il y a des erreurs courantes rencontrées dans la programmation, c'est que parfois on retrouve qu'il y a des fonctions déclarées mais non définies, ce qui crée des erreurs, ou bien des fonctions appelées et ces fonctions-là n'existent pas dans votre code source. Il y a aussi un problème dans les valeurs à retourner. Alors, ça veut dire on peut avoir une valeur retournée et n'est pas stockée dans une variable qui a une forme, bien un type adapté à la valeur retournée, ou bien une fonction, bien un type de fonction qui ne correspond pas à la valeur retournée par cette fonction-là. Et même dans les paramètres, on peut rencontrer des erreurs, soit au niveau du nombre des paramètres définis dans l'appel, ou bien définis dans la déclaration et la définition de la fonction, ou bien on n'a pas respecté même le type des paramètres définis dans votre fonction. Et parmi des conseils à suivre dans l'intégration des fonctions dans vos programmes, c'est qu'une fois on a en fait un programme qui contiendra plusieurs fonctions, il est recommandé de lister ces éléments-là sous forme d'un tableau pour qu'on puisse savoir pour chaque fonction quels sont les paramètres et quelle est la valeur à retourner. Si on veut normalement tester le programme, il est vraiment recommandé de tester fonction
par fonction et non pas tester la totalité des fonctions à la fois. Ça va être très difficile pour voir l'erreur exacte d'exécution, bien de compilation. Et pour l'affichage des éléments en output, il est recommandé de ne pas intégrer dans une fonction avec retour, mais par contre, on peut le garder pour une fonction dédiée à l'opération d'affichage. Et une dernière recommandation, c'est que il est possible d'ajouter des affichages dans les fonctions pour qu'on puisse faire juste la vérification du debug, sinon on n'aura pas besoin. Pour la partie pratique de ce chapitre, je vous propose l'exercice sur les ensembles de taille n. On peut simuler les ensembles de taille n comme étant un tableau de n entiers positifs, et ce sont tous différents. On va essayer de développer en fait certaines fonctions. La première nous permettra de vérifier est-ce qu'un tableau T est un ensemble ou pas, ça veut dire vérifier les deux conditions, positives et tous les éléments sont différents. Deuxième fonction, c'est pour vérifier l'inclusion de E1 dans E2. La troisième question, c'est pour générer un ensemble E à partir de l'union entre E1 et E2. Et dans la fonction main, on va essayer d'utiliser les fonctions définies avec une fonction pour trier le tableau de fusion. Exemple d'exécution de notre programme est comme suit. On va créer un ensemble T1 de taille par exemple ici N1 égale à 2. On va saisir les éléments et après on va vérifier est-ce que T est un ensemble ou pas. Et par la suite on va faire la même chose pour T2 en générant les éléments, en vérifiant le T2 est-ce que c'est un ensemble ou pas. Et par la suite il va tester l'inclusion de T1 dans T2 et il va générer un ensemble de fusion entre T1 et T2 trié dans un sens croissant. Comme code source de l'exercice d'application, on aura besoin d'une bibliothèque malloc.h et studio.h. Après, on va définir une fonction macro nommée isDispositif, qui a comme paramètre un x, pour qu'on puisse vérifier est-ce que ce paramètre-là est une valeur positive, vrai ou faux. Pour les produits des fonctions à déclarer, pour la question 1, on va ajouter une fonction créée qui nous permettra de créer un tableau T avec une dimension dédiée et avec une valeur retournée, c'est la première colonne, l'adresse mémoire de la première colonne. La fonction vérifier nous permettra de vérifier le tableau créé, est-ce que c'est un ensemble ou pas, par un entier qui sera retourné. Et la fonction pour afficher les éléments du tableau. Pour la question 2, c'est une question pour vérifier l'inclusion d'un tableau T1 dans le tableau T2. Pour la question 3, on va normalement créer une fusion entre deux tableaux T1 et T2. C'est pour cela ici, on aura besoin des fonctions exist pour vérifier l'existence des éléments du tableau T2 dans le tableau T1 avant de faire le copiage dans le nouveau tableau T. Et des fonctions pour le tri et la permutation qui nous permettra de trier le tableau généré dans un sens croissant en permutant les valeurs du tableau. Pour la fonction main, la fonction principale, alors dans la fonction principale, j'aurai besoin d'un pointeur T1, d'un pointeur T2, d'un pointeur T qui représente le tableau T1, le tableau T2 et le tableau à générer par fusion T. Les dimensions, c'est N1 pour T1, N2 pour T2 et N pour T. On va commencer par la création de deux ensembles validés, l'ensemble T1 et l'ensemble T2. Pour le faire, on va faire appel à la fonction créer. On fait passer la dimension N1 en utilisant le passage par adresse. Pourquoi? Parce que la valeur de N1 va être changée dans la fonction créer. Alors après la fonction créer, elle va remplir les éléments du tableau. Après la division de la valeur de N1, elle va retourner la première adresse validée du tableau dans T1. Alors si ce tableau-là ne vérifie pas la condition d'un ensemble, ça veut dire que toutes les valeurs sont positives, il n'y a pas une différenciation, ça veut dire que la valeur retournée est égale à 0. Dans ce cas, on va refaire la génération de l'ensemble T1. Alors, une fois c'est généré, ça veut dire que la boucle while est épuisée. Dans ce cas, il va quitter la boucle while, ça veut dire que le tableau T1 est un ensemble et on va afficher ces éléments par la fonction afficher. De la même façon, on va suivre pour générer un ensemble T2 correct. Pour le test de la fonction d'inclusion, la question 2, alors on va faire appel à la fonction inclus
et on va faire entrer 4 paramètres. Le tableau T1, la dimension N1, le tableau T2, la dimension N2. Si la fonction retourne 0, automatiquement l'ensemble T1 n'est pas inclus dans T2. Sinon, l'ensemble T1 est inclus dans T2. Et après, la question 3 qui concerne la génération du tableau T par fusion entre T1 et T2. Et on va entrer comme paramètre avec le passage par adresse, l'adresse mémoire de la variable n. Pourquoi? Parce que le n, c'est la dimension du nouveau tableau à générer. C'est une valeur qui va être modifiée dans la fonction fusion. Et la fonction fusion va retourner l'adresse mémoire de la première colonne du tableau de fusion qui sera affectée à t. Par la suite, on va trier le tableau généré par la fonction trier. On fait entrer le nom du tableau, c'était la dimension grand M. Et par la suite, on va afficher les éléments du tableau, bien de l'ensemble de fusion, par la fonction afficher. Ce qui concerne les définitions des fonctions, alors on va commencer par la définition de la première fonction créée, qui a comme paramètre le pointeur n, qui pointe sur l'adresse mémoire de la dimension du tableau, soit T1, soit T2. Après, on va créer, ou bien on va déclarer localement deux variables, tab et le pointeur de parcours. On va lire en premier lieu la dimension, ou bien la taille de l'ensemble. C'est la valeur de n. Et là, c'est l'adresse mémoire de la variable sur laquelle elle pointe le pointeur n. Ça veut dire ici, si nous sommes en train de saisir les éléments du tableau T1, alors là, n représente l'adresse N1. Et si nous sommes en train de générer les éléments de T2, dans ce cas, le n représente l'adresse mémoire de N2. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de modifier la valeur de la variable N1 ou bien N2 qui appartiendra à la fonction main. On ne peut pas le faire si on n'utilise pas le passage par adresse. Une fois on saisit la valeur de la dimension de la taille du tableau, là on peut allouer un espace mémoire pour l'ensemble par la fonction malloc en spécifiant n case, ça veut dire étoile de n, c'est le contenu de la case sur laquelle pointe le n. S'il pointe sur N1, c'est le contenu de la case de N1. S'il pointe sur N2, c'est le contenu de la case de N2. Une fois on termine l'allocation de la mémoire, on va affecter l'espace alloué à la variable tab. Une fois on crée l'espace, alors on va parcourir l'espace pour qu'on puisse saisir les éléments du tableau tab. Alors dans ce cas, on va demander les éléments du tableau, élément par élément, en vérifiant si la valeur saisie étoile de P est une valeur positive ou non. Si c'est une valeur positive, c'est accepté. Sinon, si ce n'est pas une valeur positive, ça veut dire la négation de positif, c'est négatif. Dans ce cas, on va redemander la valeur de la case sur laquelle pointe le pointeur P. Et là, je vous rappelle que c'est un parcours par pointeur. Une fois on termine la saisie, là, il vient le rôle de retourner le tableau en retournant le tab, ça veut dire le pointeur de référence, l'adresse mémoire de la première colonne du tableau généré. Une fois on a généré le tableau, il vient le rôle de la fonction vérifier qui nous permettra de vérifier le tableau créé par la fonction créée, est-ce qu'elle respecte la condition d'un ensemble ou pas. Pour le faire, j'aurai besoin de deux pointeurs de parcours local, P1 et P2, qui permettra de commencer par le pointeur de référence par la première colonne jusqu'à la fin. Et à chaque fois, on lance un deuxième pointeur P2 qui commencera par la case suivante de P1 jusqu'à la fin. Et à chaque fois, il va vérifier est-ce que le contenu de la case sur laquelle pointe le P1 égale le contenu de la case sur laquelle pointe le P2. Pour qu'on puisse vérifier est-ce que le tableau il contiendra des valeurs redondantes ou pas. S'il contiendra des valeurs redondantes, automatiquement, il retourne 0, au moins 1, il retourne le 0. Ça veut dire quoi? L'ensemble est fausse. Ça veut dire quoi? L'ensemble, pardon, il contient des valeurs répétitives. C'est faux, on doit répéter ou bien relire les éléments de l'ensemble. Sinon, ça veut dire quoi? S'il termine la boucle sans retourner 0, automatiquement, on n'a pas trouvé une valeur qui se répète, on va retourner la valeur 1. Sachant que la condition de répétition est bien vérifiée et la condition des valeurs positives est déjà vérifiée dans la création du tableau. Alors, une fois on termine la fonction vérifiée et il retourne le 1,
ça veut dire que le tableau entré comme paramètre est un ensemble. Pour l'affichage, alors c'est la fonction afficher. On va entrer comme paramètre le tableau et la dimension. On n'aura pas besoin d'une valeur à retourner. Par contre, j'aurai besoin d'une variable locale pour parcourir le tableau à partir du pointeur de référence jusqu'à l'épuisement du tableau à chaque fois en incrémentant la valeur de P. Le travail demandé, c'est juste l'affichage du contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur P. Pour la question 2, c'est la partie qui concerne l'inclusion. Alors, on va tester l'inclusion par la fonction inclus. Alors, pour le faire, j'aurai besoin de deux tableaux. Le tableau tab 1 avec la dimension N1, le tableau tab 2 avec la dimension N2. Alors, on va faire quoi? On va compter les éléments de T1 qui appartiendra à T2. Alors, pour cela, j'aurai besoin de deux pointeurs de parcours, P1 et P2. Pour cela, je vais lancer une boucle for où le compteur commence par 0. Ça veut dire, je suppose au début qu'aucune valeur de T1 n'appartiendra normalement au tableau T1, au tableau T2. Et je commencerai le pointeur de parcours de P1 par le pointeur de référence tab 1 jusqu'à la fin du tableau. Et à chaque fois, je vérifie est-ce que le contenu de la case sur laquelle pointe le P1 existe dans le tableau de T2. Ça veut dire quoi? Le contenu de la case sur laquelle pointe le P2. S'il y a l'égalité, automatiquement, je trouve la valeur, je compte. Ça veut dire quoi? J'incrémente la valeur du compteur C. Une fois on quitte la boucle for de P2, la boucle for de P1, ça veut dire quoi? On a épuisé la recherche de tous les éléments de tab 1 dans le tableau tab 2. C'est le moment pour vérifier est-ce qu'on a trouvé tous les éléments de N1. On a trouvé tous ces éléments de N1 dans T2. Si oui, on va retourner le 1. Sinon, on va retourner la valeur 0. Ça veut dire que la fonction existe est développée afin de vérifier l'existence d'une valeur RCH dans un tableau tab. Et pour cela, on va parcourir le tableau tab en vérifiant est-ce que la valeur recherchée existe, ça veut dire égale le contenu de la case sur laquelle pointe le P. On retourne le 1, sinon on retourne 0. Pour la fonction fusion, elle a comme paramètre le tableau tab 1, le tableau tab 2. Et puisqu'on n'a pas une information sur la nouvelle dimension du tableau à générer, on va entrer comme paramètre un pointeur sur la dimension grand N dans la fonction main. Après, on va créer un pointeur tab et des pointeurs de parcours. Et la première opération, c'est de copier tous ces éléments de T1 dans T. C'est pour cela la nouvelle dimension du tableau de fusion, c'est N1. C'est pour cela ici, le contenu de la case sur laquelle elle pointe le pointeur petit n, ça veut dire la valeur de grand N reçoit N1. Et après, on va allouer un espace mémoire pour le tableau de fusion qui contiendra N1 colonne 2 du tableau T1. C'est pour cela ici, on va lancer une boucle for pour parcourir les éléments du tab 1 jusqu'à l'épuisement et un pointeur P sur le tableau tab pour qu'elle puisse recevoir à chaque fois dans le contenu de la case sur laquelle elle pointe étoile de P, elle va recevoir la valeur sur laquelle elle pointe le pointeur P1. Une fois on termine le copiage des éléments de P de T1 dans T, on passera pour copier juste les valeurs de T2 qui n'appartient pas, vous remarquez là, la valeur de la fonction existe égale à 0, qui n'appartient pas au tableau tab 1. Alors pour le faire, une fois cette condition est vraie, cette condition est vérifiée, ça veut dire que la valeur sur laquelle pointe le P2 n'existe pas dans T1, alors on va la copier. C'est pour cela ici, on va incrémenter la dimension du tableau de fusion en incrémentant le contenu de la case sur laquelle pointe le petit n, ça veut dire quoi? La dimension grand N du tableau. Et après, on va refaire l'allocation dynamique de la mémoire en ajoutant la nouvelle case avec la nouvelle dimension. Et dans ce cas, la dernière case du tableau, ça veut dire quoi? La dernière case pointée par, quelle a l'adresse tab plus le grand N moins 1, grand N remplacé par le contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur petit n, elle va recevoir comme valeur le contenu de la case sur laquelle elle pointe étoile P2, ça veut dire quoi? La valeur de T2 qui n'appartient pas à T1. Avec cette méthode, on aura un tableau qui contiendra les éléments de T1 et les éléments de T2 qui n'appartiennent pas au tableau T1. À la fin, on va retourner le pointeur de référence tab.
La fonction qui nous permettra de trier, c'est la fonction trier qui a comme paramètre le tableau et la dimension. On a besoin de deux pointeurs de parcours P1 et P2. P1 commence par table et P2 commence par P1 plus 1. À chaque fois, je retrouve une valeur de contenu de la case sur laquelle pointe le P1. Il est supérieur à la case P2 parce qu'on cherche un tri croissant. On va faire appel à la fonction permute. On fait le passage par adresse pour qu'on puisse normalement assurer la permutation non pas entre le x et le y de la fonction permute, mais c'est une permutation entre le contenu de la case sur laquelle est pointe le x. Ça veut dire quoi? L'adresse mémoire du tableau pointé par le pointeur P1 et le y va être normalement un pointeur sur la case sur laquelle est pointe le pointeur P2. Et dans ce cas-ci, on permute ici entre x et y. C'est vrai, c'est une permutation entre les éléments pointés par le pointeur P1 et pointés par le pointeur P2. La fin de l'exercice d'application, c'est la fin de ce chapitre qui concerne les fonctions. Alors j'espère bien qu'on a bien bénéficié ensemble de cette formation-là qui concerne le module Programmation 2 et exactement le chapitre des fonctions. Merci pour votre attention.